C'est parti. Je voudrais, en guise d'introduction à cette séquence vidéo live exceptionnelle, remercier toutes les personnes qui, depuis le mois de janvier 2020, nous ont accompagnés dans cette quête des racines africaines qui sont également, dans une certaine mesure, les racines même de l'humanité. Il est un savant pluridisciplinaire, polyvalent, qui nous a tous instruits. Il s'agit, pour ne pas le nommer, du distingué savant Cheikh Anta Diop. Il y a 34 ans, jour pour jour, dans son domicile de Yoff à Dakar, le professeur Cheikh Anta Diop entreprenait son dernier voyage, celui qui l'a emmené jusqu'aux Champs Dialou, c'est-à-dire les Champs-Élysées. Il s'agit de la transposition de la région des Grands Lacs africains dans le paradis des ancêtres. On se remémore notamment les scènes de la tombe de Sénédjem, Sanou Adjamou, ce noble de l'Égypte pharaonique. En fait, il s'agissait de la région des Grands Lacs. Donc, le paradis africain, c'est le retour aux sources, plus précisément les sources du Nil, où les Lamentins que nous sommes vont s'abreuver régulièrement pour se régénérer, pour régénérer notre cas divin. Je me souviens de cette journée du vendredi 7 février 1986. Il était 17h30 lorsque la nouvelle est tombée comme un coup de foudre. Nous étions tous désorientés parce que pour nous, le professeur Cheikh Anta Diop, qui avait fait quelques semaines avant une conférence au Palais des Congrès de Yaoundé, au Cameroun, était, en fait, nous paraissait en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Et ceux qui ont assisté à cette conférence marathonienne, comme certains l'ont dit, le prince Dika Akwa Nyabonambela a qualifié cette conférence de marathonienne, ne pouvaient pas s'imaginer que quelques semaines seulement après, Cheikh Anta Diop allait nous quitter. Cheikh Anta Diop, pendant des années, plusieurs décennies, a travaillé sans relâche et il ne s'est pas reposé. C'était un homme qui ne pensait pas à lui-même. C'était un homme qui mettait toute son énergie, toute sa force au service du travail. Un travail, un labeur qui a fait dire à un autre de ses admirateurs, le professeur Carlos Moore, c'est un Cubain qui s'est installé au Sénégal. Et c'est lui qui a écrit le fameux article qui a fait polémique. Le peuple noir a-t-il sa place dans la révolution cubaine? Donc c'était un exilé cubain qui a travaillé avec le professeur Cheikh Anta Diop à Dakar pendant de nombreuses années. Et dans une interview qui est parue dans la revue Présence africaine, donc numéro spécial pour le professeur Diop, Carlos Moore a rappelé que Cheikh Anta Diop était un homme qui ne se ménageait pas. Il était né pour faire les travaux d'Hercule. Et les Africains ne l'ont pas ménagé non plus. Force est de constater que Cheikh Anta Diop a vécu pendant très longtemps, comme on le verra tout à l'heure, dans une ambiance extrêmement hostile. Au Sénégal même, sa terre natale. Et en 1996, lorsque nous nous sommes déplacés pour le colloque sur l'œuvre de Cheikh Anta Diop et la renaissance de l'Afrique
au 3e millénaire, colloque qui a réuni près de 300 scientifiques venus du monde entier. Ses proches nous avaient dit que Cheikh Anta Diop était assiégé. C'était une sorte d'ermite qui était, disons, dans son laboratoire. Le laboratoire de radiocarbone de l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université de Dakar. Et pendant très longtemps, après sa soutenance, alors même qu'il était impatient de mettre ses compétences au service de l'Afrique et des Africains, on a dit que sa mention honorable ne lui permettait pas d'enseigner. Ce qui était faux, puisqu'il y avait des gens qui avaient la maîtrise et qui enseignaient au Sénégal. Souvent des coopérants, des expatriés. Donc c'était un décret implacable qui s'opposait à ce que Cheikh Anta Diop entre en contact avec les étudiants pour infléchir l'orientation qui était celle de la colonisation française et qui n'a pas jusqu'ici, il faut le dire, parce que beaucoup d'Africains s'imaginent que parce qu'on a proclamé une indépendance juridique, de fait, nous sommes souverains. Non. Nous sommes précisément dans une situation où l'État qui sévit au Sénégal est le même État colonial. C'est un État colonial. Il n'y a pas eu de réforme de l'État au Sénégal. Pas plus qu'au Bénin, au demeurant l'ex-Dahomey, encore moins au Togo ou ailleurs. Donc, nous sommes confrontés à 3 défis majeurs. Le premier défi, c'est faire l'inventaire de tout ce que nos ancêtres ont apporté à l'humanité dans tous les domaines. Les sciences, les arts, les lettres, les techniques, etc. L'inventaire n'a pas encore été fait. C'était le vœu ardent du professeur Cheikh Anta Diop. La deuxième chose, il faut poursuivre son œuvre en approfondissant les axes de recherche qu'il n'a pas eu le temps d'explorer, mais il faut cesser d'enfoncer les portes ouvertes et de répéter ce qui est déjà connu. Hein, je pense que pour l'essentiel, beaucoup de publications ne sont qu'une manière de ressasser ce qui a déjà été fait par d'autres. En d'autres termes encore, il ne sert à rien de vouloir réinventer la roue. Tout ce qui tombe sous le sens est connu. Il s'agit maintenant d'apporter sa pierre de touche à l'édifice en contribuant à l'avancement des disciplines scientifiques dans lesquelles les uns et les autres se sont investis. Le troisième défi, c'est la transmission des connaissances aux générations à venir. Hein? Transmettre les connaissances. C'est-à-dire que les connaissances ne sont pas une fois pour toutes, n'appartiennent pas aux seules élites intellectuelles. Hein? Il faut démocratiser les savoirs. Il faut créer des instituts de recherche, hein, pour permettre aux gens de faire avancer l'Afrique sur le plan de la technologie, sur tous les plans. Et puis, il faut désaliéner l'homme africain. Hein, l'humanité africaine est, quand bien même nous pétillons d'intelligence, comme le disait Cheikh Anta Diop, eh bien, nous avons un problème, c'est un complexe d'infériorité chevillé au corps. Il est évident que pour y parvenir, il faut qu'on ait des moyens financiers. Parce que beaucoup d'Africains se disent, il suffit d'aller à la bibliothèque, on lit et la recherche avance. Non, c'est pas ça. Il faut des moyens financiers. C'est le mécénat qui fait avancer la recherche dans les grands centres industriels de la planète. Partout, il y a le mécénat. L'égyptologie britannique n'eût pas été performante si il n'y avait pas eu la fondation de la reine Elisabeth. Hein, la fondation.
Bon, et nous sommes absents aussi des chantiers de fouilles. Nous parlons d'égyptologie, mais nous n'avons pas de l'équivalent de l'Institut germanique d'égyptologie du Caire, l'équivalent de l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale. Même les Japonais ont un institut qui est implanté au Caire. Donc l'Afrique noire est absente, désespérément absente. Et nous parlons d'égyptologie tout le temps. Mais nous n'avons pas accès au site pour pouvoir justement exhumer les documents. Comme on dit souvent, l'histoire de l'Afrique est aussi sous la terre d'Afrique encore. Il y a beaucoup de zones qui n'ont jamais été fouillées. Et aujourd'hui, il y a une détection par la photographie aérienne de plusieurs sites importants qui sont même parfois localisés en plein désert. Il y a des sites extrêmement importants dans le désert du Kalahari qui n'ont jamais été explorés. Donc, il faut que l'Afrique devienne un chantier qui va permettre maintenant aux archéologues, aux chercheurs de diverses spécialités de faire maintenant, de faire avancer la science pour le bénéfice de l'humanité entière. Et la dernière chose, c'est que nous ne menons pas le combat pour la réappropriation du patrimoine africain contre d'autres peuples. Notre combat n'est pas un combat destiné à en découdre avec d'autres peuples. Certes, certains ont cru devoir créer une atmosphère délétère autour de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, qui a été qualifié lui-même de chercheur sulfureux, donc il sent le soufre. Je crois que c'est une façon, lorsqu'on est tout le temps obnubilé par la polémique, c'est une façon de cacher la vérité historique. C'est une technique, c'est une stratégie de diversion. Voilà. Et il faut que les Africains gardent leur calme, leur lucidité, parce que la manifestation de la vérité historique se fera en toute sérénité, pas dans une atmosphère de pugilat et de règlement de compte. Cheikh Anta Diop n'a pas consacré toute sa vie à défendre la thèse selon laquelle les Égyptiens de l'Antiquité, auxquels l'humanité est redevable du miracle pharaonique, étaient des Noirs. C'était pas ça. Les auteurs classiques de l'Antiquité l'avaient dit avant lui. Un savant comme Volney l'a rappelé, et beaucoup d'autres chercheurs de bonne foi, qu'on ne cite pas bien sûr, l'ont dit aussi. Le problème de Cheikh Anta Diop, c'était de démontrer la thèse de l'origine monogénétique africaine de l'humanité et de la civilisation. L'origine monogénétique et africaine de l'humanité et de la civilisation. À partir du moment où cette thèse est étayée par la paléontologie humaine, l'archéologie préhistorique et la génétique des populations, on doit maintenant tirer toutes les conséquences. La première conséquence, c'est que c'est l'homme africain qui, dans une sorte d'odyssée dans l'espace planétaire, a peuplé les autres continents. Bon, s'il a peuplé les autres continents, forcément, lorsqu'on parle de la préhistoire asiatique, de la préhistoire européenne, de la préhistoire américaine ou de la préhistoire océanienne, il y a l'empreinte du génie de l'homme africain. Voilà. Ça veut dire que l'homme africain est à l'origine de la transmission des éléments de la civilisation sur tous les continents, à partir de son point d'origine qu'est le continent africain. C'est la première conséquence qu'on doit tirer. Elle est redoutable pour les idéologues, parce que cela veut dire que les idéologues sont contraints de tenir compte du processus cumulatif du savoir en faisant de l'Afrique le point d'origine et de diffusion de ce savoir. C'est la première chose. Parce que donc cela revient à dire
que c'est aussi l'Afrique qui est à l'origine des toutes premières connaissances dont les êtres humains en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique se sont servis pour justement créer les éléments de l'entrée de l'humanité dans l'histoire. La deuxième conséquence, c'est qu'une fois qu'on entre dans l'histoire, on étudie la préhistoire, l'histoire de l'Europe, l'histoire ancienne de l'Europe, on se rend compte qu'il y a des zones d'ombre que eux-mêmes appellent les siècles obscurs et que nous on appelle les siècles obscurcis. Et ces zones d'ombre concernent par exemple le statut civilisationnel des Mycéniens. Hein? Les Mycéniens ont été exterminés par les Doriens. Donc qui étaient les Mycéniens? Leur lien, c'était les pré-Hellènes, c'était pas les Hellènes. Leur lien avec l'Afrique, c'était quoi? Donc pour ne pas parler de ça, on fait comme si c'est par génération spontanée que la science est née en Grèce. Voilà, donc on supprime le maillon intermédiaire qui a permis la transmission. Or, pour l'édification des Européens, il est important qu'on rétablisse la continuité. Vous voyez? La même chose est valable pour Rome. On parle de Rome comme ça, et la Rome légendaire, mais on oublie les Étrusques. Les Étrusques, ils ont eu une longue civilisation avant les Latins. Disons les pré-latins qu'on appelle les Étrusques. Quelle est leur part dans la civilisation européenne et où est-ce qu'ils ont été initiés? La même chose vaut pour l'Amérique. Il va de soi que en Amérique, on sait très bien maintenant que les populations qu'on appelle les Amérindiens à tort, ce sont des populations qui sont venues par vagues successives d'Asie, en passant par le détroit de Bering. Mais l'ethnie, le substrat ethnique qui a précédé l'arrivée de ces populations, c'était quoi? Eh bien, on voit maintenant les têtes colossales de la Venta, les têtes négroïdes, mais on ne veut pas dire que les Africains étaient en Amérique. La même chose vaut pour l'Europe. On nous parle de l'Europe, mais on sait très bien que les premières civilisations européennes étaient des cavernes et des grottes. Donc, on n'a pas idée de faire venir des civilisations aussi raffinées que la civilisation égéenne, crétoise, et les autres civilisations, des gens qu'on appelle des troglodytes, des gens qui vivaient dans des grottes. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire que l'histoire de l'humanité a été consciemment déformée. C'est ce que Cheikh Anta Diop appelle, dans l'Action d'exécution, la falsification moderne de l'histoire. Et cela s'est fait essentiellement pour évacuer l'apport de l'homme africain à la civilisation mondiale. C'est pour cela qu'on a fait ces efforts-là. Et nous savons que cela s'est fait à partir de la période qu'on appelle l'Antiquité tardive. Et c'est-à-dire la montée en puissance de la culture judéo-chrétienne. Et ensuite, ça a continué pendant la Renaissance jusqu'au siècle des Lumières. Ça coïncidait donc avec les expéditions, et les génocides, et les conquêtes territoriales et l'esclavage. C'est-à-dire que pour la conscience européenne, il était devenu inadmissible. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Champollion-Figeac, le frère aîné de Jean-François Champollion. Il était devenu inadmissible de soutenir l'idée selon laquelle ces nègres qu'on vendait au kilo dans les Antilles, partout, leurs ancêtres aient pu apporter une civilisation à l'humanité. Et surtout à l'humanité blanche. Ce n'était plus possible. Et c'est à ce moment-là qu'on a entrepris de réécrire l'histoire, de la falsifier et d'en présenter maintenant une version qui relève de ce que moi j'ai appelé la mythomanie mémorielle européenne. La mythomanie. Voilà. C'est-à-dire que des gens qui ont vu, qui n'ont pas joué un rôle précurseur dans l'histoire, inventent une histoire
dans laquelle ils se donnent le beau rôle et ils évacuent les autres du champ de cette histoire. Voilà pourquoi on dit qu'il y a le miracle grec et que tout procède du génie hellène. Alors même que les Grecs eux-mêmes ne disent pas ça, sont très prudents et affirment même qu'ils ont été à l'école des peuples plus anciens du pourtour de la Méditerranée, plus précisément la Méditerranée méridionale, c'est-à-dire l'Afrique noire. Donc c'est ça que nous voulons souligner, que ce n'est pas un combat contre les Européens, c'est un effort de réécriture de l'histoire de l'humanité, en tenant compte de l'apport de toutes les variétés biologiques de l'espèce humaine. Parce que l'histoire n'est pas l'apanage d'un seul peuple, d'une seule race, d'une seule ethnie. Aucune race, disait Césaire, n'a le monopole de la beauté et n'a le monopole de la perfection. Hein? Tous les peuples ont procédé par tâtonnement à partir d'un héritage plus ancien. Et cet héritage est devenu celui de toute l'humanité aujourd'hui, hein? À l'ère de la mondialisation. Donc il est important que les efforts qui ont été faits pour gommer l'apport de certains peuples pour des raisons d'orgueil de race et de faiblesse humaine. C'est une faiblesse, fondamentalement. Le fait de penser qu'on est né pour asservir les autres et que les autres sont nés pour nous servir, c'est une faiblesse. Et il faut aider l'Europe à guérir, hein, de cette faiblesse. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop a voulu faire. Cheikh Anta Diop qui a toujours dit que son objectif final, c'est la réconciliation de l'espèce humaine avec elle-même. Nous sommes donc le vendredi 7 février 2020 à la librairie Taméry, en présence de beaucoup de frères, et d'autres vont venir au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Et nous voulons faire un live qui a déjà commencé par cette introduction. Le plan que nous avons adopté est celui-ci. Dans un premier temps, nous allons parler de Cheikh Anta Diop, une étoile circumpolaire impérissable au firmament de la science mondiale. Pour l'Africain, la science est le fruit d'une inspiration. Hein? Et c'est la déesse Séchat, à Sachatou, et Djerouti, Thoth, qui inspirent les savants. Et ils inspirent les scribes. Ils inspirent les scribes hiérogrammates. Parce qu'il y a 20 catégories de scribes en fait. Hein? Il y a scribe et scribe. Il y a le véritable scribe royal, Masech Nessou. Mais il y a les autres scribes aussi. Donc, l'idéal pour la société africaine à l'apogée de son ascension, sa culmination vers le sommet, c'était l'éloge de la vie intellectuelle. Et ça, hein? Le but de chaque famille, c'était de faire d'au moins un de ses fils un scribe. Donc l'Afrique avait une tradition intellectuelle la plus longue dans l'histoire de l'humanité sans doute. Voilà. Donc il importe pour le reste de l'humanité de s'imprégner de cette tradition. Et c'est cette tradition qui inaugure ce qu'on appelle les savants polyvalents. Donc c'est l'Afrique également qui a eu des savants polyvalents. Le premier c'est Imhotep de Memphis. Ensuite il y a Djedef Hor. Ensuite il y a Patahotep. Ensuite, il y a Bakenkozu, il y a Kagemni, il y a toutes ces, même des femmes, notre maman Hatshepsut, et tout ça, c'était des savants. Donc, on compte plus de 6000 savants dans l'histoire de l'Égypte antique. 6000 savants. Et quand on parle de savants, ce sont des gens qui ont laissé des œuvres d'éternité, c'est-à-dire des papyrus de mathématiques. C'est le cas du scribe Yamoussou, qu'on appelle Ahmes Ator, des papyrus d'astronomie. C'est le cas de Amenhotep, fils de Hapou. Hein? Des papyrus de médecine. C'est le cas de notre maman Pesséchet, Passachatou, c'est-à-dire la cheftaine de l'ordre des médecins de Haute et de Basse-Égypte. Donc, l'Afrique valait par ses savants. L'histoire
des savants africains de la période pharaonique et de la période nubienne reste à écrire. Ça fait partie de l'inventaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, nous allons... Cheikh Anta Diop s'inscrit donc dans la lignée des savants polyvalents qui se sont succédés pendant des millénaires. J'irai plus loin. Cheikh Anta Diop appartient à la catégorie des savants qui ne surgissent qu'une fois tous les 5 millénaires dans le cycle de l'évolution historique. Hein? Le Sénégal aurait dû le mettre très haut pour le bénéfice de l'Afrique. Hélas, il y a des interférences politiques, il y a l'ego et beaucoup de choses qui ont joué et ça a été un gâchis pour l'Afrique. Bien. Ensuite, nous allons aborder maintenant ce que très peu de gens savent. C'est le point 2. Cheikh Anta Diop, l'enfant de Tietou, est le fils du Sahel. Cheikh Anta Diop, l'enfant de Tietou, est le fils du Sahel. L'expression le fils du Sahel est due à un de nos ancêtres, qui n'est plus, du Niger, qui s'appelait Boubou Amar. Donc, c'est très important qu'on sache comment Cheikh Anta Diop a été éduqué et formé. Parce que beaucoup de gens pensent que Cheikh Anta Diop est devenu Cheikh Anta Diop en venant en Europe et en rencontrant Gaston Bachelard, le roi Gourand, Marcel Griol. Non, 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 non. L'enracinement s'est fait en Afrique. Donc nous devons savoir qu'est-ce que Cheikh Anta Diop a fait pour être l'homme qui, disons, a porté la culture africaine jusqu'à son point paroxystique, à son paroxysme. Le troisième point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'étudiant engagé et le savant prolifique. L'étudiant engagé, c'est que Cheikh Anta Diop a été de tous les combats. Déjà, on se posait même une question. Comment quelqu'un qui était venu, s'est inscrit à Mathelem, à Paris, s'est inscrit en chimie avec Joliot-Curie, s'est inscrit en... il voulait même faire l'aéronautique. Comment quelqu'un comme ça a eu le temps d'écrire même Nation d'agriculture? Parce que c'était pas... Cheikh Anta Diop n'était pas dans les sciences sociales et humaines au début. Il n'était pas historien au début. Cheikh Anta Diop était un scientifique dans l'acception la plus rigoureuse du terme. Ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences exactes et les sciences dures. C'était ça, Cheikh Anta Diop. Hein? Il y a eu des témoignages de la famille de Joliot-Curie que Cheikh Anta Diop a participé à la confection de la première pile atomique française. Ah oui! Donc, vous savez bien que De Gaulle a fait exploser tout cela au Sahara. N'est-ce pas? Mais Cheikh Anta Diop était parmi ceux qu'on appelle les laborantés. Donc, c'était un savant authentique. C'était pas quelqu'un qui faisait des fioritures littéraires. Comme tant... Nous, c'est ce qu'on fait. On bricole. Mais un scientifique de laboratoire. Donc ça, c'est très important. Ensuite, comment il a fait pour non seulement changer d'orientation, aller vers les sciences sociales et humaines, mais en même temps, se battre pour l'indépendance de l'Afrique. Pour l'État fédéral d'Afrique noire. Comment il a pu concilier tout ça? Hein? Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est le panafricanisme visionnaire et l'humaniste planétaire. Cheikh Anta Diop dit que il ne faut pas le choc des civilisations. C'est le titre d'un ouvrage de Huntington. Il dit il faut le dialogue des civilisations en lieu et place du choc des civilisations. Mais on ne peut pas dialoguer si les falsifications, les génocides empêchent les hommes d'entrer en symbiose avec leur propre héritage. Au fond, il n'y a qu'un seul héritage scientifique. C'est l'héritage scientifique planétaire. Et il faut que nous sachions que nous avons un héritage précolombien, tout en état africain. Nous avons un héritage européen.
Nous avons un héritage asiatique. Nous avons un héritage océanien. Mais tous ces héritages procèdent d'un seul héritage, l'héritage africain. Voilà pourquoi nous ne sommes pas en guerre contre les Européens. Vous voyez? On a créé un climat de tension, de polémique permanente. Mais en réalité, nous pouvons dire une chose. Tous les acquis de la science, dans tous les domaines qui ont été investis par Cheikh Anta Diop, confirment la validité de ces travaux. Tous les domaines. Donc, nous allons faire le point des confirmations. Depuis son départ, en 1986, qu'en est-il dans les différents domaines qu'il a abordés? Et puis, il y a le dernier point que nous avons intitulé « Le poids de l'héritage et de la postérité ». Le poids. Deux points, les acquis de l'école scientifique africaine. Nous aurions pu dire l'école africaine d'égyptologie. Mais ce serait restreindre le champ d'investigation du savant. Le savant voulait que l'Afrique redevienne un lieu d'attraction de la science mondiale. Voilà. Que les savants du monde entier s'invitent en Afrique pour justement s'imprégner de tout ce qu'on appelle les lumières de la vallée du Nil. Les lumières. Ça, c'est le plan de notre live jusqu'à 22h. Maintenant, il y aura des témoignages. Nous allons solliciter des témoignages. Et le premier témoignage, c'est celui du maître lui-même, qui nous parle en 1985, qui nous parlait en 1985 de l'origine de l'humanité. C'est par cette séquence que nous allons commencer un peu comme un générique. Voilà, donc nous invitons les internautes à suivre attentivement la séquence qui va suivre. L'attitude du Kenya dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. We are able to say scientifically today to say with certainty that mankind was born in Africa on the latitude more or less of Kenya, and that area which comprises Kenya, Éthiopie, Ethiopia, and Tanzania. Et qui va même jusqu'en Afrique du Sud, suivant un axe nord-sud. And going on a north-south axis all the way south to South Africa. Or, une humanité qui est née sous une telle latitude au niveau de l'équateur n'aurait pas pu survivre si elle n'était pas pigmentée noire dès son apparition. So it's clear that any humanity that had its birth in that region could not have survived in an equatorial region without pigmentation. La nature ne crée rien au hasard et elle a protégé l'humanité qui est née sous l'équateur en Afrique par un écran de mélanine. C'est ce qui fait que les premiers hommes étaient nécessairement noirs tant qu'ils n'étaient pas encore sortis de l'Afrique. Nature doesn't do anything by
by chance, and it's for that reason that humanity, mankind that was born in a sub-equatorial region, was given melanin to protect its skin, and it's for that reason that it is clear, it is certain that first man had to be a black man. C'est seulement quand cette humanité va sortir de l'Afrique pour aller peupler le reste de la Terre qu'elle va changer d'aspect suivant les régions géographiques et que les autres races vont apparaître. It is only after that race left Africa to people other parts of the world that had different climatic phenomena that man changed and became and took on different aspects, had a different look. Ces premiers hommes comprenaient en réalité 6 spécimens. L'humanité, la nature a créé 6 spécimens d'hommes avant d'arriver à l'homme que nous sommes aujourd'hui. Nature created 6 specimens of man before we got to man as we know him today. Les 3 premiers spécimens, je n'ai pas besoin de les nommer, n'ont pas atteint, dans l'état actuel de la recherche scientifique, un potentiel d'expansion leur permettant de sortir de l'Afrique. Donc, ils n'ont jamais été hors d'Afrique, dans l'état actuel des recherches. According to the scientific information that we have now, it appears that the first 3 of these species, which is not necessary to name, never acquired the potential or never arrived at the potential for exporting or leaving their own area. Non, n'ont jamais atteint un potentiel d'expansion pour sortir de l'Afrique. They never had the potential to expand and to leave Africa. Yes. Les 3 autres sont sortis de l'Afrique. 3 others did leave Africa. Le 4e et le 5e ont disparu. The 4th and the 5th of these species disappeared. Il ne reste que le 6e qui est l'homme que nous sommes. And what remains is man as we know him, that 6th species. Le 5e, le 5e, c'est celui-là que j'ai projeté ici. Vous le voyez. Cet homme ressemble beaucoup à l'homme actuel, mais il n'est pas encore arrivé au stade de l'homme actuel. C'est le 5e? C'est le 5e. This is the 5th of these species, which as you will see resembles very much man as we know him today. Mais il n'était pas encore très différencié. He was not yet but man as we know him today was not differentiated a great deal from this man. Si vous le regardez, vous verrez que la différence qui le sépare de l'homme que nous sommes, c'est qu'il n'a pas de front. Vous voyez, les yeux sont presque à la place du front. You will see that the major difference here is that the 5th species did not have a forehead. You'll see that the eyes are situated very close to the top of the head. C'est très important ce détail, il faut le remarquer, il n'a pas de front. Donc il n'a pas, son cerveau antérieur est très différent du cerveau antérieur de l'homme actuel. Si vous le regardez, c'est comme s'il avait les yeux ici. It's very important, this is a very important detail. It means that the brain inside was very different from the brain inside of man as we know him today. Et quand on étudie son cerveau, quand on étudie l'anatomie de son cerveau, on voit qu'il n'a pas cette partie-là, ce cerveau antérieur. And studying his brain, ce qu'on appelle le lobe antérieur du cerveau, il ne l'a pas. He does not have the anterior lobe of the brain. In studying, in anatomical studies, it has been determined that he did not have this anterior lobe. C'est la grande différence entre lui et l'Homo sapiens sapiens que nous sommes. That is the major difference, the fundamental difference between Homo sapiens sapien, which is what we are. Et ce spécimen n'a jamais pu sublimer la nature pour créer l'œuvre d'art. This species was never able to overcome nature to an extent that he was able to create works of art. Ensuite, je passe au suivant. This next slide. Là, nous arrivons à l'homme comme vous et moi. C'est l'homme du milieu. And now we have the man in the middle is the man that we are. C'est le crâne du milieu. C'était un noir. C'est l'homme que nous appelons dans la littérature, si vous voulez, préhistorique, l'homme de Grimaldi.
this was a black man. The skull is that of a black man, which we call in prehistoric history the Grimaldi man. On sait que c'était un homme de morphologie noire. Quand on voit sa morphologie, on voit que c'était un noir. Vous voyez bien, la forme du visage est très typique. Et nous l'avons comparé avec un crâne d'Africain d'aujourd'hui. Le crâne de gauche, c'est un crâne de Malien que nous avons dans notre collection à Dakar, à l'IFAN. Et le crâne de droite, c'est le premier homme blanc qui apparaît sur la Terre, à la suite de la transformation de l'homme du milieu. You can see in looking at the skull in the middle that the morphology of this skull is very much that of blacks. That is the skull of modern man. To the left of it, we have the skull of modern African man. It is one of those that is in our collection at the University of Dakar. L'homme qui est à droite maintenant, on ne le verra que l'homme qui est au milieu est entré en Europe il y a 40 000 ans. 40,000 years ago, the man in the middle left Africa and went to Europe. Il va vivre en Europe de moins 40 000 ans à moins 20 000 ans, et c'est pendant cette période d'adaptation à un climat extrêmement froid qui est très différent du climat actuel. Parce que c'est pendant la dernière glaciation que la Terre a connue et qui a duré 100 000 ans. Il va donner naissance, donc par mutation et adaptation, au troisième crâne de droite qui est l'homme de Cro-Magnon. The skull at the extreme right of the screen is that of Cro-Magnon man. It was between 40 and 20,000 years ago that the man in the middle left Africa to go into Europe at a time during what is called the final or the last glaciation. The climate in Europe was extremely cold. It was much colder than it is now. And during this period of some 20,000 years, he underwent the adaptation to become what we know as white man. Donc, c'est bel et bien, si on s'en tient sans préjugés, aux données rigoureusement scientifiques, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du Grimaldien à ce climat froid qui a donné naissance finalement au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type leucoderme ou l'homme blanc. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. It is very clear to all of the scientists involved in this field, even if they are only able to say it within themselves and unable to say it publicly, that the man that we know conventionally to be a white man evolved from a black man over a period of some 20,000 years of adaptation to a different climate. And if we are to say with any serenity, resting totally on scientific data, that is the conclusion that we must come to. Donc, nous voyons bien que l'humanité, en sortant de l'Afrique et en s'adaptant aux différents climats de la Terre, a donné naissance aux différentes races. Voilà comment les races sont nées. Donc la race est une notion géographique. Si le premier homme que vous voyez au milieu n'était jamais sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale. L'humanité serait homogène et noire. If the man that we see in the middle there had never left Africa to people other parts of the world, and if those people in other parts of the world in different climates had not, through the process of adaptation, become what they are in various regions of the world, all man would be homogeneous, and all men would be black. Le reste de la Terre n'aurait pas été peuplé, serait désert. Et il y aurait une seule humanité noire cantonnée en Afrique. Et le reste de la Terre ne serait pas habité. If that man had not left Africa, the rest of the world would have remained a desert, would never have been peopled. Donc, voilà
vous voyez donc que j'ai répondu à la question que vous m'avez posée en demandant où se situe le noir dans l'évolution de l'espèce humaine. Je vous réponds qu'en toute rigueur scientifique, le premier homme de la Terre était un noir qui va se différencier pour donner naissance aux autres races. Voilà la conclusion à cette première question. And so to answer precisely your first question, which is or was, to what extent or in what way do blacks figure in the origin of man, the answer is the first man was black, and it was he who gave birth to other races of the world. You have knocked out my first 5 questions. Vous avez annulé la nécessité de poser les 5 premières questions. Si, il faut les poser parce que j'avais des choses, j'avais noté mentalement des choses auxquelles je voudrais répondre. Même poser-les rapidement. You must still ask them, even if you do it quickly, because he has reserved other information in response to them. Why was it not possible for mankind to have been born in many parts of the earth? Pourquoi n'était-il pas possible que man soit né dans quelques centres dans le monde? Justement, quand les études de paléontologie humaine n'étaient pas encore assez avancées, il y avait 2 théories qui s'affrontaient. When human anthropology had not quite evolved to the extent that it has now, there were 2 theories that kept confronting one another. La théorie selon laquelle l'homme est né en un seul endroit et s'est différencié pour donner naissance aux autres races, celle que je viens d'exposer, avec ses défenseurs. There was the theory that he has just explained, that man was born in one place and became different as he peopled other parts of the world. That theory had its defenders. Il y avait une autre, cette première théorie, c'est celle qu'on appelle toujours la théorie du monogénétisme, c'est-à-dire d'une seule origine de l'espèce humaine. This is called a monogenetic theory. That is, that there was one source for mankind. Il y a l'autre théorie maintenant, comme proposée, qui voulait que certaines conditions étant réalisées, qu'il ait existé un homme né en Afrique, un autre homme né en Europe, un homme né en Asie. Donc, l'homme aurait connu l'apparition de l'humanité, serait le résultat, si vous voulez, de plusieurs centres. L'origine de l'humanité aurait connu plusieurs centres. Et on appelait cette théorie la théorie du polycentrisme, du polygénétisme. The second theory is that of is a polygenetic theory, which believes or contends that man was born in Africa and also in Europe and also in Asia. In other words, that there were several locations in the world where man finds his origin. Et que d'ailleurs, c'est cela qui pourrait expliquer leurs différences. And it is that explains their differences. Alors, cette théorie était même la théorie du sens commun. Je ne dis pas du bon sens, mais du sens commun. C'est-à-dire, il paraissait a priori, au premier abord, plus normal qu'il ait existé un homme au niveau de chaque continent. That theory had made a certain amount of sense. Not that it made good sense, but it made a certain amount of sense. It would explain that there are different peoples in different parts of the world with different characteristics. Mais lorsqu'on y regarde de près, il y a 2 faits qui sont venus infirmer cette théorie. But under closer scrutiny, there were 2 things that made this theory fall apart more or less. D'abord, la nature ne passe jamais 2 fois par le même point dans son évolution. The first is that nature never strikes twice in its evolution. It doesn't ever hit the same place 2 times. Nature doesn't create twice the same thing. In the animal kingdom, the same being. The same being. In the animal kingdom, you can see that throughout the evolution of animals, a being was created, and it either disappeared or changed somewhat, or a new being completely was created, but never the same being twice. And to remain strictly scientific, it doesn't make
common sense to say that man was created twice. D'autre part, la recherche préhistorique a prouvé maintenant que c'est la thèse qui paraissait la plus invraisemblable, qui a triomphé maintenant au niveau de tous les scientifiques. Tous les hommes maintenant savent de façon certaine que l'homme a une seule origine, et que c'est dans cette même région du Kenya. Parce que c'est là que nous trouvons, si vous voulez, tous les stades antérieurs. Tous les stades antérieurs. It is in this region, that is this region in Kenya, where we find all of the most ancient evolutionary information. It's for this reason that scientists are now able to say, with certainty that at least they know that this is the case, that man could only have been created one time. Tous les fossiles que nous trouvons à l'extérieur de l'Afrique, en dernière analyse, apparaissent toujours comme des fossiles plus récents que ceux trouvés en Afrique et qui leur correspondent. All fossils that have been found outside of Africa have been found under close analysis to be much more recent than those found in Africa. Et aucun autre continent que l'Afrique ne possède la série complète des 6 spécimens dont je vous ai parlé. And no other continent in the world has the complete series of fossils indicating the 6 specimens that I spoke of before. Je vous ai dit que les 3 premiers ne sont jamais sortis de l'Afrique. Ça veut dire que ni en Europe, ni en Asie, encore moins en Amérique, on ne trouve ces 3 premiers spécimens, qui sont le début de l'humanité. These 3 specimens, which represent the very beginnings of mankind, cannot be found in Europe, they cannot be found in Asia, and of course cannot be found in America. They never left Africa. The complete set remains in Africa. Donc, autant de preuves accumulées qui aujourd'hui donnent la certitude que l'homme est né en Afrique. The accumulation then of the best information now makes it very clear that man had its origins in Africa. Ici en Amérique, vous n'avez que le spécimen sapiens sapiens. On n'a pas trouvé dans l'état actuel de la science, sur toute l'étendue de l'Amérique, depuis la Terre de Feu jusqu'en Alaska, il n'y a qu'un homme moderne. Et l'Amérique a été peuplée par le détroit de Bering à la fin de la dernière glaciation dont j'ai parlé. Donc il n'existe qu'un seul spécimen, le dernier ici en Amérique. The only specimen, as we've seen on the slide, that appears in America is that of Homo sapiens sapien. America was peopled through the Bering Straits at the end of the final glaciation, and it is for that reason that we find only Homo sapiens sapien in America. En Asie, on a l'Homo erectus. In Asia, we have Homo erectus. L'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. And the Neanderthal man and Homo sapien. En Europe, également, on a l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. In Europe, we have the same, Homo erectus, Neanderthal, and Homo sapien. Et tous sont sortis de l'Afrique. Les uns sont passés par l'isthme de Suez pour aller vers le sud-est asiatique, et les autres sont passés par le détroit de Gibraltar pour aller à travers l'Espagne, dans le midi de la France. Et à partir de là, ils ont irradié jusqu'au lac Baïkal, en Extrême-Orient. Some of them left by the Suez Canal, or the Isthmus of Suez, to go into Asia and Eastern Europe, and some went by the Straits of Gibraltar up into the north and into Europe. Et le polycentrisme est une théorie qui voulait absolument établir la hiérarchisation des races, qui voulait démontrer qu'il existe des races inférieures et des races supérieures. This polycentric theory to that theory it is essential, or it makes the effort to establish a hierarchy of races, and to indicate that some races are inferior to others. En effet, si les 3 races de l'humanité avaient des origines différentes, on aurait pu supposer que pour une raison ou une autre, il y a une hiérarchisation des capacités intellectuelles. Parce qu'ils n'auraient pas eu le même héritage. But if man has the same origin, then of course there cannot be no
there can be no intellectual hierarchy, because all of the races of the world, the three races of the world, would have had the same intellectual history. Est-ce que j'ai bien traduit ça? Je répète. J'ai dit que si les trois races avaient des origines différentes, on aurait pu supposer qu'elles puissent avoir des capacités intellectuelles différentes. Et donc défendre l'idée de l'inégalité des races. C'est clair? If the three races had different origins, then one could say that they had different intellectual capacities, having had a different intellectual history. Donc, on aurait pu défendre l'inégalité des races. Cette théorie, donc, est pour la défense de l'inégalité des races, la théorie du polycentrisme. The polycentric theory, then, is essential to defending the notion that there are inequalities between the races. C'est pour ça qu'elle a eu des défenseurs très acharnés. It's for this reason they've had people that it has been defended so vigorously by people. Mais la science l'a définitivement écarté. But science has, without question, set it aside. Donc, la théorie monogénétique, elle, montre que puisque la souche humaine est commune, que toute l'espèce humaine a les mêmes capacités intellectuelles, qu'elle soit noire, blanche ou jaune. Je ne suis pas en train de montrer, par exemple, que le blanc est supérieur au noir. Ce ne serait pas que le noir est supérieur au blanc. Ce serait faux. It's the monogenetic theory, then, that poses or will support the notion that because our origins are the same, we have the same intellectual capacities. I am not hoping to say, by saying that, however, that blacks are superior to whites. That would also be false. Donc, aucune race n'est supérieure à l'autre. No race is superior to any other. Toutes les races ont les mêmes capacités intellectuelles. All races have the same intellectual capacity. Justement, le lobe antérieur du cerveau dont je vous ai parlé est le même pour toutes les races. The anterior lobe that I showed in the slide earlier is exactly the same for all the races. On a fait des travaux extrêmement poussés, ici en Amérique, en Europe et partout, sur l'anatomie du cerveau. The studies of the anatomy of the brain have been numerous and very extensive here in this country, in Africa, and everywhere in the world. En Europe. And in Europe. Oui. Et on n'a jamais trouvé de différence significative permettant une hiérarchisation raciale, surtout au niveau de l'anatomie du cerveau antérieur dont je vous ai parlé. And in no way has a difference any significant difference been found to indicate that there is some anatomical difference in the brains of the various races. Surtout au niveau du cerveau antérieur. And certainly not in the case of the forefront of the brain. Donc, tous les biologistes savent ce que je dis en ce moment. Toutes ces analyses, les résultats de ces analyses sont concluants, et tous ceux qui s'occupent justement de biologie humaine savent tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sur ce point-là. Cette question-là aussi, au niveau de tous les scientifiques sereins, objectifs, est une question qui est acquise. Que les races ont les mêmes capacités intellectuelles. Mais il peut y avoir, l'une peut être momentanément dominée par l'autre, c'est tout. Dans l'Antiquité, les Noirs ont dominé les Blancs, comme nous allons le voir tout à l'heure. Par la suite, les Noirs, les Blancs ont pris le dessus, comme aujourd'hui. All biologists and those scientists who are aware of this information know that there is no longer any question as to whether there is a superiority among the races. It is, however, possible that one race or another can dominate temporarily another race or other races. In antiquity, it was blacks who dominated, and that is perhaps not the case now. No. You have spent much of your life studying the history of Egypt. Who were the ancient Egyptians
how did they look? Ici, cette reproduction est importante. This is a very important reproduction. C'est dans le tombeau de Ramsès III, This is found in the tomb of Ramses III, 20e dynastie. the 20th dynasty. Vous avez le personnage de gauche, The person on the left c'est le type général, donc, représenté par l'artiste égyptien lui-même. This is the general type represented by the Egyptian artist himself. Le second, c'est le type général de tous les Européens, si vous voulez, de tous les Occidentaux. And the second person or personage is the general type of all the Europeans Yes. represented by the artist. Le troisième, c'est le type général de tous les autres Noirs de l'intérieur du continent. And the third personage is the general type representing all the other groups found in the interior of the continent, Of Africa. of the continent of Africa. Bien, nous sommes maintenant dans la séquence 2 de la vidéo, c'est-à-dire que le professeur Cheikh Anta Diop va aborder dans le cadre de cette interview à Atlanta, en Géorgie, qui a eu lieu en 1985. Il va donc aborder le volet suivant, c'est-à-dire l'origine des anciens Égyptiens. L'origine des anciens Égyptiens. Donc, nous allons pour notre part nous en tenir aux éléments qui ont été fournis dans la première séquence. Nous avons suivi donc la démonstration du professeur Cheikh Anta Diop qui nous dit que les 3 premiers spécimens, les plus anciens, donc en l'occurrence les hominidés, c'est-à-dire les cousins lointains de l'homme, que les spécialistes appellent les australopithèques. Australopithèques, ça veut dire les singes du Sud. Australopithecus, les singes du Sud. Il y a l'Australopithèque robustus, il y a l'Australopithèque gracile, et il y a l'Australopithèque aethiopicus, éthiopien. Tout ça, ils ne sont jamais sortis d'Afrique. Ils ne sont jamais sortis d'Afrique. Or, c'est le fondement de la généalogie de l'humanité. C'est-à-dire le processus de l'hominisation ne peut pas se concevoir sans l'existence des premiers hominidés fossiles, c'est-à-dire les australopithèques. Donc, s'il n'y a pas d'australopithèques en Asie, s'il n'y en a pas en Europe, s'il n'y en a pas en Amérique, s'il n'y en a pas en Océanie, c'est un indice que c'est l'endroit où il y a les australopithèques qui est le berceau, donc du processus qu'on appelle le processus de l'hominisation. Après, il y a l'apparition du genre qu'on appelle le genre Homo. Donc 3 autres spécimens vont exister et apparaître. Il y a donc l'Homo erectus, l'Homo habilis et l'Homo sapiens. Bon, il se trouve que dans le cadre de l'Homo sapiens, il y a ce qu'on appelle l'Homo sapiens archaïque et que les spécialistes appellent ici l'homme de Néandertal, qui, dans l'état actuel de nos connaissances, n'a jamais pu sublimer l'art ou fabriquer des outils au sens technique du terme, ou encore moins faire la science, telle que nous l'entendons de manière générale. Donc, on nous fait croire que l'Homo sapiens archaïque est un spécimen uniquement européen. Bon, il est impossible que l'Homo sapiens ait pu exister en Europe sans qu'on voit les spécimens précédents. Donc, l'Homo sapiens archaïque le plus ancien, on le trouve en Zambie. C'est l'homme de Broken Hill qui est beaucoup plus ancien que le Néandertal.
Mais pour des raisons idéologiques, il y a une focalisation sur le Néandertal parce que c'est un spécimen qui a séjourné en Europe. Donc, forcément, c'est une façon pour eux de sauver l'idée d'une souche d'Homo sapiens autochtone en Europe. Voilà pourquoi il y a une littérature surabondante sur l'homme de Néandertal, au point même qu'on a oublié l'Homo sapiens sapiens. Et l'Homo sapiens sapiens, c'est l'homme 2 fois savant et 2 fois sage. C'est pour ça qu'on dit sapiens sapiens. La première fois qu'il est savant, c'est qu'il a le lobe antérieur du cerveau sur lequel le professeur Charanta Diop a tant insisté, et qui lui permet de pouvoir faire l'investigation de la nature en découvrant les lois de la nature par ce qu'on appelle la raison analytique et discursive. Voilà. Il est capable de faire l'analyse. Il n'est pas dans la raison intuitive. Hein? Ce n'est pas seulement l'émotion. Non. Là, c'est vraiment l'investigation analytique. Or, pour tous ces africanistes européens et leurs disciples africains, dont Senghor, c'est justement à ce niveau-là que le nègre est déficient. Le nègre a poussé très loin la raison intuitive, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'émotion, le rythme, l'union avec les forces cosmiques, mais il n'a pas, dans l'état actuel de la présentation de l'histoire par l'Europe, il n'a pas excellé dans le domaine de la raison analytique. Voilà. Ça, c'est le grand débat entre Cheikh Anta Diop et Senghor, entre la négritude de Cheikh Anta Diop. Donc, nous y reviendrons. Mais, ce qui est important, c'est que l'homme, on dit sapiens sapiens. Le deuxième sapiens, c'est parce qu'il est le seul à être capable d'étudier les conditions même dans lesquelles il fait sa science. Il est le seul à pouvoir faire une investigation critique de sa science, en étudiant les fondements épistémologiques de sa science, mais en étudiant aussi les finalités, ce qu'on appelle la finalité, c'est-à-dire l'orientation téléologique de sa science. C'est-à-dire la science a quelle finalité pour l'homme, au fond? Est-ce que la science donne le bonheur? Est-ce que la science supprime l'angoisse métaphysique de la mort? Est-ce que la science... Donc, sur ce point, l'Afrique est résolument optimiste. L'Africain pense que la science est ce qui permet à l'homme de s'épanouir. Donc, comment une civilisation qui a fait des œuvres comme la pyramide de Khufu, 5 800 000 tonnes de pierre, comment une civilisation comme ça peut ne pas être une civilisation de l'éternité? Donc la civilisation africaine a été obsédée, hantée par l'éternité. Et quand un Africain fait quelque chose dans le domaine de la science, il veut faire une œuvre d'éternité. Donc cela veut dire quoi? La thèse fondamentale que l'Occident combat en fait est celle-ci, l'origine africaine de la science. Au fond, c'est ça le problème. Parce que l'Occident a fondé son hégémonie sur le mythe de l'apanage alboïde, comme dirait Senghor, le coderme de la science. Par contre, il a dit que la science est antinomique avec l'Afrique et les nègres. Donc ce problème-là, l'origine africaine de la science, c'est le point de focalisation du travail de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, en insistant sur l'absence totale de hiérarchisation des races, veut dire par là que toutes les races, même les habitants de Papouasie, Nouvelle-Guinée, les Pygmées, tout ça, si on leur apprend les mathématiques, ils peuvent même dépasser celui qui leur a appris. Parce qu'ils ont les capacités intellectuelles pour le faire. Donc l'Afrique est aussi le continent, non pas seulement le berceau de l'humanité, mais aussi le berceau de l'humanisme. Parce que l'humanisme se fonde justement sur le postulat selon lequel l'appartenance au genre humain, c'est la seule chose qui fait que nous sommes des frères. La fraternisation des êtres humains.
quels que soient les phénotypes, les apparences physiques qui sont dues au climat, aux transformations morphologiques, au hasard des pérégrinations et des migrations, Cheikh Anta Diop donc dit qu'il existe une tradition de savants humanistes. Et parmi les Européens, justement, il y a eu des savants qu'il appelle des savants de bonne foi, qui ont défendu l'idée selon laquelle toute l'humanité a non seulement les mêmes capacités intellectuelles, mais que la science est née en dehors de l'Europe, que la science est née en Afrique. De tels savants ont été combattus par l'institution qui a empêché qu'ils ne fassent carrière. Et ce qui est intéressant, et ce sur quoi nous allons focaliser cela avant de faire appel à notre premier témoin, qui ne peut être qu'un scientifique. Parce que ceux qui parlent de science en étant des littéraires comme nous, je crois qu'ils déshonorent la science, quelque part. Mais c'est la manière de parler qui importe. Il ne faut pas parler de la science quand on n'est pas soi-même un scientifique, avec des accents de certitude. Ce que l'Europe appelle la science, les anciens Égyptiens appellent ça Rek Neche, c'est-à-dire la connaissance totale des lois de l'univers, du cosmos et de la nature. C'est ça, la connaissance totale. Et cette connaissance totale implique, au plan strict de la formation de l'esprit scientifique, c'est le titre d'un ouvrage de Bachelard qui a beaucoup apporté à Cheikh Anta Diop, 4 étapes fondamentales. Et comme chacun le sait, l'homme, lorsqu'il est dans un environnement qui l'écrase, il est d'abord porté à l'étonnement. S'il avait été un enfant, j'aurais dit l'émerveillement. Et l'étonnement l'amène à se concilier les forces qui lui paraissent aussi dans la nature. Et je dis bien concilier. Et pour ce faire, il a 3 façons. La première, c'est la magie. Bon, j'entends ici par magie le fait qu'il cherche d'abord à entrer en communication avec des forces surnaturelles qui vont dompter les forces qui lui sont fières. Ce n'est pas la magie noire des sorciers. Il faut bien comprendre. La deuxième, c'est les rites. L'homme fait des rites parce que, fondamentalement, il a besoin de renvoyer de l'énergie à la nature qui lui donne l'énergie. Et les premiers rites étaient des rites solaires. C'est-à-dire l'homme était sous l'emprise des rayons du soleil. Donc du coup, quand vous allez chez les Amérindiens, vous allez chez les Asiatiques, etc., il y a toujours une célébration des rites liés au soleil. Au soleil. Même chez les gens qui n'ont pas beaucoup de soleil. Je vais parler des Esquimaux, des Vikings et tout, mais quand même le soleil est important. Le soleil est important. Donc, chez les hindous, ils appellent ça Surya. Vous connaissez une gymnaste qui s'appelait Surya Bonali. Surya, c'est le bienfait du soleil. Le bienfait du soleil. Tout animal qui est un primate, qu'il soit mammifère ou pas, il a besoin de la chaleur pour vivre. Il a besoin de l'humidité. Donc, il y a d'abord cette tentative de se concilier les forces de la nature. Donc, la pluie, par exemple, la foudre, etc. L'homme a besoin de s'en prémunir. Bien. Mais il a besoin aussi de pluie pour pouvoir faire l'agriculture. Donc, ça veut dire qu'il fait des rites parce qu'il a besoin
de s'approprier les énergies qui sont peut-être devenues incontrôlables par rapport à son niveau de connaissance. La dernière chose, c'est que l'homme a besoin de représentations allégoriques. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait des mythes. Donc des mythes fondateurs. Il faut qu'il ait des mythes qui soient des mythes de régénération, des mythes de fertilité, les mythes. Donc l'homme va personnaliser la terre. Il va dire la terre-mère. Hein? Et donc, il va utiliser le ciel aussi. Et il va diviniser le ciel, etc. Et ce qui est important, c'est que sans émotion, il ne peut pas y avoir de raison. Donc l'émotion n'est pas opposée à la raison. L'émotion est un sentiment qui pousse l'homme à se protéger contre des forces qu'il ne maîtrise pas. Voilà. Donc, la première étape de la science, en aucun cas on ne doit évacuer cette première étape. C'est la première qui est même à l'origine de l'intuition. C'est ça qu'on appelle la raison intuitive. Donc l'intuition, je me résume, c'est la mise en forme de toutes les informations que me donnent mes sens. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. Donc l'homme est obligé de se servir de cela pour se concilier la nature. C'est la première chose. Nous appellerons ça donc la raison intuitive, ou l'étape intuitive du processus rationnel. Nous appellerons ça comme ça, pour aller vite. Deuxièmement, une fois que l'homme a dépassé ce stade, il comprend maintenant que ce qu'il voit avec la vue n'est pas forcément ce qui est. Donc je vois tel astre qui se trouve être la lune, et puis je la vois comme une pleine lune, donc une sorte de cercle. Mais une autre fois, je la vois comme un croissant. Mais pourtant, c'est la même lune, de deux choses l'une. Ou c'est la lune qui n'est pas la lune et change, ou ce sont mes sens qui me trompent. Ou plutôt, il y a une illusion d'optique. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est la limite de la raison intuitive. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Ben, il y a un autre œil, qui est l'œil intérieur, c'est-à-dire la théorie. Donc pour les Grecs, la théorie, c'est la contemplation de ce qui se cache derrière ce qu'on voit. C'est-à-dire que ce qu'on voit, nous appelons ça les phénomènes. Ce que nous ne voyons pas, nous appelons ça les noumènes. N'est-ce pas? Donc, pour voir ce qui n'est pas visible, or ce qui n'est pas visible est très important, parce que c'est de l'ordre de la cause de ce que je vois. La cause de ce que je vois. Donc, je ne peux pas étudier le soleil si je ne connais pas le principe de la lumière. Voilà. Le soleil n'est qu'un astre qui est la cristallisation. Voilà. Mais la lumière, le principe lui-même, je ne peux pas le connaître par la raison intuitive. Donc je suis obligé de faire ce qu'on appelle une investigation théorique pour étudier les lois. Les lois. Donc les lois, c'est ça qui est important. Ce que je vois, c'est tout simplement les phénomènes. Donc, il n'y a pas de science si je n'ai pas de raison analytique. Parce qu'il faut que j'analyse pour voir ce qui est invisible. Donc, je me résume. La raison analytique, c'est la mise en place du dispositif théorique qui permet de rendre compte de ce qu'on ne voit pas à partir des lois et de l'analyse. C'est à partir de là que les Grecs disent que c'est le logos. Parce que c'est corrélé à un discours. Il y a un discours, le logos, le discours scientifique. Bon. Maintenant, on peut très bien connaître les lois.
sans pour autant savoir si ces lois s'appliquent dans tous les cas, à tous les contextes. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité. Donc, pour s'assurer d'abord de la validité de ce que j'ai établi comme loi, et pour voir si ça marche dans tous les cas, d'accord? Tous les corps ne chutent pas de la même manière. Donc, si tu projettes un oiseau du haut de la tour Eiffel, la chute ne sera pas la même que si moi je tombe. Voilà. Donc, la loi de la chute des corps, c'est une loi, mais il y a ce qu'on appelle des conditions d'application. Donc, ces conditions sont très importantes. Et qu'est-ce qui permet de l'établir? C'est l'expérience, qu'on appelle aussi l'expérimentation. Donc, c'est la troisième phase. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'expérimentation, de raison expérimentale, la science, elle est incomplète. Elle est frappée d'incomplétude. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est maintenant l'application. C'est-à-dire la raison pratique ou appliquée. La raison appliquée. Comme tu fais les mathématiques. Tu fais tes mathématiques, tu fais tes choses, tes équations, mais il faut la mathématique appliquée. Tu vois? Hein? Il faut la chimie appliquée. Hein? Une pyramide, c'est l'application de plusieurs sciences. L'astronomie, les mathématiques, la mécanique, etc. Donc, il n'y a pas de science sans application technique. Voilà. Donc, voilà les trois étapes de la science. Ce que Cheikh Anta Diop dit, c'est que c'est né en Afrique. Là. Voilà. Donc, quand nous disons l'origine africaine de la science, nous ne disons pas qu'un Européen ne peut pas faire la science. Ce que nous disons, c'est qu'avant que l'Européen ne fasse la science, le Noir a fait la science sur le continent où la science a émergé pendant 160 000 ans. Bon, quand nous disons 160 000 ans, c'est pour être généreux. C'est l'arrivée du Noir en Europe, en fait. Mais le temps que le blanc n'apparaisse, il y a encore eu 20 000 ans. Donc, je suis autorisé même à dire 180 000 ans. Donc, le blanc a commencé, il n'a pas commencé, l'homme de Cro-Magnon n'a pas commencé à faire la science tout de suite. Hein. Il a d'abord essayé de se libérer d'abord du froid. Ça a été long, hein. Ça a été long. Même jusqu'à une période récente, ils étaient encore dans des cavernes. Hein. Leurs mythes sont des mythes de cavernes et de grottes. Tu vois, non? Donc, le plus important, c'est ceci. Ce n'est pas que la science soit d'origine africaine. C'est que la science soit devenue le patrimoine commun de toute l'humanité. C'est ça qui est le plus important. S'il en est ainsi, exclure l'Africain de la science, c'est commettre un crime. Puisque la science est née en Afrique. Voilà pourquoi les Européens, pour exclure l'Africain de la science, ils ont créé l'ethnologie. Hein? Et un certain nombre de disciplines, comme dit Cheikh Anta Diop, a fait rougir un singe. Hein? L'ethnologie. Moi, il y a même un autre qui a ajouté a fait blanchir un nègre. Tu vois? Des disciplines incroyables. Je vais te donner maintenant 3 exemples. Le premier exemple, c'est que l'ethnologie est liée à l'émotion, la raison intuitive. Donc, il paraît qu'il n'existe des êtres humains qui ne font pas de différence entre l'objet, le sujet. Pour lui, un arbre, c'est son ancêtre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Lévi-Brul. Il dit que chez les nègres, quand ils voient des arbres, ils disent voilà mon ancêtre qui est là. Donc le noir ignore le principe d'identité. Le noir ignore le principe du tiers exclu. Tous les principes qui sont à la base de la logique. Ça veut dire, au fond, le noir n'est pas un homo sapiens sapiens. C'est très grave. L'ethnologie, c'est ça. C'est cette affirmation que le noir a une mentalité pré-logique, sui generis, qui est réfractaire à la science. Donc, ils ont dit maintenant qu'ils vont créer un corps de science autour de l'ethnologie. Donc, en Afrique, on ne fait pas l'histoire
Parce qu'il n'y a pas de document historique. Il n'y a même pas de conscience historique réfléchie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'ethno-histoire. C'est quoi l'ethno-histoire? C'est l'histoire des peuples sans histoire. Bien. On fait l'ethno-sociologie. C'est quoi l'ethno-sociologie? C'est l'étude des clans primitifs. Et c'est à ça que l'homme africain est resté. Au niveau des pygmées, au niveau des choses comme ça, ils ne connaissent pas l'État. Ils ne connaissent pas la nation. Ils ne connaissent pas les institutions. Ils vivent comme ça, nus, entre eux. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils ont dit que nous sommes. Bien. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle l'ethnopsychologie. Là, maintenant, la psychologie du nègre ne fonctionne pas comme les autres êtres humains. Le nègre est quelqu'un qui est fondamentalement lié à la nature. C'est quelqu'un qui est comme un animal, en fait. C'est-à-dire que quand tu mets un animal devant toi, il n'est pas apprivoisé. Tu ne peux pas maîtriser ses réactions. Eh bien, c'est ça le noir. Donc, à tout moment, le noir est dangereux pour lui-même et pour les autres. Donc, il faut le suivre comme le lait sur le feu. Excusez-moi. Ça, c'est Monio qui a écrit ça. Bon, mais plus grave maintenant, on dit que les plantes qu'il y a en Afrique, on ne peut pas les étudier comme les plantes qu'il y a en Europe. Donc, il faut l'ethnobotanique. Même les plantes qui n'ont rien fait, il faut faire l'ethnobotanique. Bon, évidemment, avec cette histoire d'ethno, on finit par un ethnocide et un génocide. Tu vois? Donc, le problème de l'Europe, en fait, c'est que l'Europe, c'est dans son récit mythomaniaque mémoriel, l'Europe a dit que c'est elle seule qui est dépositaire et récipiendaire de la science. Eh bien, c'est ça le combat qui a fait que Cheikh Anta Diop a été marginalisé. Cheikh Anta Diop a dit, si réellement nous utilisons les mêmes dispositifs scientifiques qu'eux, c'est ça qui est important. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont dit non, il faut qu'on fasse le relativisme culturel en allant chercher notre propre science bantou là-bas. Bien. Les Kagame, les gens qui ont suivi l'abbé Tempels, le père Tempels, tu vois, tous ces gens-là, ils ont dit qu'ils sont à la recherche de l'âme des Dogons, l'âme des Bantous, l'âme de ceci. Et ils sont tombés dans le piège de ceux qui ont créé l'ethno là. Voilà. Donc Cheikh Anta Diop a dit que tous ces nègres qui écrivent ça, c'est pas par rapport à la connaissance qu'ils ont de leur propre culture. C'est par rapport au discours ethnologique européen. Donc il dit, il faut les combattre. Parce que si on ne combat pas la négritude senghorienne, si on ne combat pas ces mythes-là, ce qui va se passer, c'est que nos enfants vont se percevoir comme des gens qui sont sur Terre, uniquement pour faire des déhanchements et de danse comme les gens, les nègres là, qui dansent comme ça. Et donc, on va croire que nous sommes nés juste pour danser. Hein? Et aussi pour... Marcel Leblanc a dit qu'il y a un domaine dans lequel nous sommes très très forts, c'est effectivement la libido. Hein? La libido, que le nègre a des potentialités sexuelles qui dépassent l'humain. Dépassent l'humain. Et je dirais même dépassent l'entendement humain. Donc, à un moment donné, les gouvernements africains ont été réquisitionnés pour enseigner ça. Donc, les Chinois aujourd'hui, ils pensent que c'est ça les Noirs. Parce que quand vous voyez les encyclopédies, il n'y a pas de savants, il n'y a rien. Donc, effectivement, ça confirme qu'ils n'ont pas fait de science. Tu vois? Donc, les Africains, les gouvernements africains, ont signé des accords de coopération pour créer des structures dans lesquelles on enseigne ça. Voilà. Donc, Cheikh Anta Diop, seul, en pleine période coloniale, a combattu ce qu'on appelle tout un courant de pensée défavorable à l'homme noir. Vous voyez? Et il l'a fait au nom de la méthode scientifique la plus efficiente et la plus rigoureuse. Voilà pourquoi quand les gens font des dissertations sur la couleur de peau des Égyptiens, ils vont au laboratoire et puis ils étudient la mélanine. Donc,
C'est un scientifique exigeant. Je vais même aller plus loin. C'est le plus grand savant africain depuis que l'Afrique a perdu l'initiative historique. C'est le plus grand savant. Quant à dire que c'est le plus grand savant africain de tous les temps, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a ce mérite que Imhotep n'avait pas. Imhotep bénéficiait du statut du savant social. Le pharaon le payait. Il vivait de ça. Cheikh Anta Diop, c'était en période coloniale. Et on lui a coupé la bourse. Dès qu'il a commencé à faire ces choses-là, on lui a coupé la bourse. Et il s'est retrouvé à travailler comme maître auxiliaire au lycée Voltaire et dans d'autres lycées. Sinon, il n'aurait même pas pu survivre. Donc voilà le mérite de l'homme. Parce qu'on a tendance souvent à banaliser le contexte dans lequel le combat se mène. Le contexte, plus il est hostile, plus celui qui mène le combat a du mérite. Donc, ça veut dire que lorsque nous allons parler de Cheikh Anta Diop, comme cette étoile circumpolaire impérissable au firmament de la science mondiale, nous allons parler du savant polyvalent et pluridisciplinaire. Et nous allons étudier ça depuis qu'il est venu en France. Mais avant d'étudier le savant tel qu'il a posé ses thèses, il faut savoir d'où il vient. Et ce sera l'objet, après le témoignage, le premier témoignage de la suite du live. Et c'est ça que nous avons appelé Cheikh Anta Diop, l'enfant de Tietou et le fils du Sahel. Je voudrais demander de la façon la plus officielle à un de mes doyens pour lequel j'ai une très grande admiration de bien vouloir se joindre à moi ici, sur cette place, sur ce siège, parce que c'est un scientifique lui-même. Et quand on parle de scientifique, il ne s'agit pas de quelqu'un qui disserte sur la science. Il s'agit de quelqu'un qui fait la science. Donc, il y a ceux qui parlent de la science et ceux qui la font. Ce n'est pas pareil. C'est un peu comme les gens qui commentent les matchs de football et qui disent que tel joueur a mal joué, il aurait dû jouer comme ça, ceci, cela, alors qu'il est tranquillement dans la tribune au haut perché. Hein? Et il n'a jamais pu même faire un ou deux dribbles, ou même des jongleries. Vous voyez? Bien. Donc voilà pourquoi nous ne voulons pas jongler aujourd'hui avec les choses que nous ne maîtrisons pas. Donc nous voulons entendre un scientifique. Et le doyen va s'asseoir. Merci doyen. Merci beaucoup. Et il va se présenter. Il va nous dire quelle est sa formation. Comment il a eu à connaître l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Et qu'est-ce qu'il veut que la jeunesse africaine ait comme héritage par rapport à tout cela. Merci doyen. Merci beaucoup. Merci, cher Kouvi, puisque c'est comme ça que j'ai l'habitude de t'appeler. Je te tutoie même là. Nous nous connaissons, toi et moi, depuis 2005 pour avoir été les cofondateurs d'une association qui avait comme objectif de donner de la dignité à la diaspora noire de France. Le CRAN. Bon, c'est une parenthèse que je ferme tout de suite parce qu'il ne s'agit pas de ça. Si tu m'as invité, c'est bien pour parler du professeur Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, je ne sais pas si je suis bien placé pour parler de ce professeur, de ce génie. Je vais simplement invoquer les doyens. Tu m'appelais doyen. Oui. Moi aussi, j'en ai des doyens. Je vais en citer quelques-uns, notamment Gameli Toguna, que je n'ai pas revu depuis bien longtemps. Gameli Toguna, s'il suit ce live, s'il lui arrive donc de suivre ce live, qu'il sache que
et son frère, ami, collègue, ben, lui doit beaucoup. Gambeli Toguna, je me permets aujourd'hui de dire que c'est grâce à toi que j'ai entendu pour la première fois le nom de Cheikh Anta Diop et on était voisins de palier au Gabon, où on était tous professeurs, collègues, enseignants au lycée d'État de Franceville, la ville du feu président Bongo, tout simplement. Tu parlais tellement de Cheikh Anta Diop que j'en avais marre. Moi, je suis scientifique. Ben, tu parlais de sociologie. Puis toi-même, tu faisais ton doctorat. Gambeli faisait son doctorat de littérature comparée entre le EV, la langue EV, la langue allemande, la langue française. Et il allait régulièrement en Allemagne pour faire ça, à Göttingen, etc. Et un jour, bon voilà, sa calculatrice est tombée, je l'ai réparée. Il dit, ah Paul, tu ne dois pas rester ici, il faut que tu viennes en France. Tu dois aller quelque part, ben, comme tu parles français, tu dois aller en France pour tout simplement bon, exercer ton savoir là, le concrétiser et voir plus loin. Donc, j'ai fait mon planning, je n'ai fait que 3 ans au Gabon. Alors que beaucoup de gens rêvent de rester là-bas longtemps, je n'ai fait que 3 ans. Cette histoire que je raconte là, se passait en 1977 au Gabon. Alors j'ai décidé en 1979 bon, de venir en France là. Bon, m'inscrire bon, pour voilà, en physique, licence, maîtrise. Et c'est dans ces années, on va dire 1980 là, que Gambeli, bon, qui a l'habitude donc de venir en France, d'aller en Allemagne, etc., dit, bon, maintenant, eh bien, nous irons rencontrer le maître. Oui, ben, le maître. Pendant ce moment-là, mais moi, mes besoins étaient plutôt alimentaires. Hein. Oui, oui. Plutôt alimentaires. Bon, nous sommes allés au Collège de France. Eh ben, je n'étais pas séduit. Je ne connaissais pas les œuvres de Cheikh Anta Diop, bien que Gambeli y ait mis du sien. Ben, dans la foulée, nous avons rencontré aussi un autre compatriote donc de Gambeli, Sossou Nsouga. Ben, Sossou Nsouga, si tu regardes ce live-là, du professeur Kovi Gomez Rekmire, qui t'invoque tout le temps, constamment, ben oui, dis-nous où tu es, rapproche-toi de lui. Alors, le professeur Cheikh Anta Diop, ses œuvres, on va dire que je les ai côtoyées, acheté tous ses ouvrages. Et Kovi m'a même offert le livre donc, de son fils, Mbaké. Hein? Bon, et les œuvres de Cheikh Anta Diop, comment en parler? Comment en parler? Hein? Sans en oublier, sans écorner, sans travestir. Bon, pour moi, c'est le plus grand scientifique, à tel point, le plus grand scientifique de tous les temps. À tel point que quand je faisais mon doctorat au CEA de Saclay, eh bien, vous savez, quand on fait un doctorat, quand on prépare sa thèse, que à certains moments, ça n'allait pas. Ben oui, bon, on est un peu en froid, en discussion avec ses collègues de laboratoire, bon, qui exigeaient, qui en exigeaient un peu trop. Eh bien, vers la fin donc de ma thèse, ben oui, j'ai dit que c'est Cheikh Anta Diop qui serait mon président de jury. Donc, on va dire que je me suis servi de Cheikh Anta Diop. Je me suis servi de lui, sur ce plan-là. Et la réponse de mes collègues de laboratoire, du moins de ma chef de laboratoire à ce moment-là, sa réponse fut vraiment un défi. Comment se fait-il que tu vas chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui n'est peut-être même pas dans notre domaine, qui est la physique, des colloïdes. Voilà. Je dis, bon, dans ce cas, eh bien, ce sera Pierre-Gilles Degène, Pierre-Gilles Degène, que je prendrai, si vous voulez pas le Cheikh Anta Diop, eh bien,
je prendrais Pierre-Gilles de Gênes pour être mon président de jury du doctorat. Ah bon, c'est un défi encore. Ben, très bien. Ben oui. Donc, nous sommes partis au Collège de France, dans le bureau, donc, ben oui, de Pierre-Gilles de Gênes, où j'ai soutenu devant eux, voilà, cette thèse-là, avant la soutenance officielle. Donc, le Collège de France était devenu en quelque sorte, ben oui, qui était déjà la maison de Cheikh Anta Diop, hein, un peu mon lieu de passage. Voilà. C'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai appris à connaître les idées développées donc par Cheikh Anta Diop, et ça allait tout à fait dans mes propres idées moi-même, hein, voilà, et que j'essaye jusqu'à présent d'amener à l'université d'Abomey Calavi au Bénin, dans la structure bon, que j'ai créée, que j'ai cofondée, mais que je suis seul à diriger actuellement, hein, bon, puisque la plupart bon, des chercheurs, docteurs par-ci, ingénieurs par-là, bon, avec lesquels j'avais créé ça, bon, me l'ont abandonné sur les bras, et je continue donc de poursuivre ça, qui s'appelle donc Pyramide Africa Technology. Mais lorsque vous amenez la technologie aux collègues enseignants-chercheurs, aux doctorants, aux étudiants du Bénin, et que vous leur délivrez une attestation en précisant là-dessus que ce que vous leur apportez doit servir, mais non pas à faire du mal. La maîtrise des technologies, de la programmation informatique, la maîtrise de tous ces outils-là, hein, de prise de contrôle à distance des systèmes, de tous les systèmes industriels informatiques, et que vous mettez un cadre d'utilisation, vous le faites signer avant de leur donner leur attestation que ce que vous leur enseignez ne doit pas servir à faire du mal, à créer du désordre dans leur milieu, à l'État, aux gens, etc. Eh bien, vous vous posez la question de savoir, mais au fait, est-ce que la science et la technologie doit servir uniquement à s'enrichir? Est-ce qu'il ne faut pas aller rechercher un peu comment nos ancêtres qui ont développé ces sciences-là dans l'ancienne Égypte et encore plus bas dans la Nubie, etc. Parce que les pyramides ne sont pas seulement en Égypte. Il y a plus de pyramides plus bas, hein, au Soudan qu'en Égypte. Elles sont de moins, hein, ces pyramides-là sont de moins taille, mais elles sont plus nombreuses. C'est plus là bon, que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup ben oui, bon, de chercheurs qui vont fouiller actuellement par là, ce qu'ils ne faisaient pas avant, bon, en ayant totalement l'Afrique. Maintenant, bon, il y a pléthore, ils vont là-bas. Eh bien, moi aussi, je me suis demandé, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord fouiller nos origines, hein, les origines des précurseurs donc, de ces sciences, la mathématique par-ci, pharmacie par-là, médecine, etc., avant de transmettre, hein, aux jeunes gens, aux chercheurs, aux doctorants, etc. Est-ce qu'il ne faut pas leur dire comment cela était perçu, comment cela était utilisé par nos ancêtres, hein? La science, la technologie, eh bien oui, ça peut améliorer la vie, mais ça peut être aussi dangereux dans son utilisation si ce n'est pas bien réfléchi. Et c'est ça qui m'a amené à fouiller, hein, à essayer donc de comprendre. Eh bien, il va sans dire que quand on fait ce genre donc, de recherche, eh bien, Cheikh Anta Diop est incontournable. Donc voilà, ma rencontre avec Cheikh Anta Diop d'abord, mais les œuvres de Cheikh Anta Diop bien plus tard. Voilà. Merci beaucoup, grand frère, pour votre témoignage extrêmement précis et concis. Je voulais simplement demander comment on peut promouvoir la science et la technologie auprès d'une jeunesse africaine désœuvrée qui aujourd'hui n'est obnubilée par l'argent.
l'argent facile. Parce que c'est cette société de consommation qui fait que la jeunesse n'a plus d'ambition. La jeunesse n'a plus de vision. Que pensez-vous pouvoir faire ou que pouvons-nous faire pour que cette jeunesse renoue avec la science et la technologie? La jeunesse que nous côtoyons ici en Europe, en France, notamment en ce qui me concerne, cette jeunesse-là, elle n'est pas tellement différente, elle n'est même pas différente de celle que nous voyons en Afrique quand on, au Bénin, en particulier, quand nous allons là-bas, bon, pour les former ou simplement bon, pour les vacances, etc. Ce sont les moyens qui manquent, ce sont les moyens qui diffèrent. Les moyens dont la jeunesse européenne, française en particulier, a besoin, ces moyens-là, bon, qui leur font défaut, puisque c'est une jeunesse qui vit au crochet des parents, qui n'a pas de ressources propres, et cela, même à des âges assez avancés, eh bien, cette jeunesse ne vise que, ne regarde que ce qui leur est proposé par les médias. La télé, voilà, la télé, et la musique, et voilà, tout ce qui est ludique, c'est ça qui prime, et par les sportifs, bien entendu, qui gagnent énormément par rapport par rapport à la moyenne des gens, par rapport même à ces jeunes-là, les chanteurs, les danseurs, etc., les gens du média, des médias. Donc cette jeunesse-là ne vise que ça, et on ne peut pas le leur reprocher. C'est ce qu'on leur vend tous les jours, c'est ce qu'on leur montre. Celle qui est en Afrique aussi est envahie par ces mêmes médias-là à travers, ben, il faut le dire, les Canal+, et autres. Avant, c'est le Paris, le rallye Paris-Dakar, voilà, que nous avons évoqué, que moi personnellement j'ai évoqué, bon, dans une vidéo sur Pyramide Africa Technologies, sur le site piraftech.com. Eh bien, cette jeunesse africaine ne voit que ça. Et qu'est-ce qu'elle cherche? Bien entendu, comme tous les jeunes, aller vers les lieux où il semble facile, d'accord, de mieux vivre. Voilà. Mais notre rôle à nous, c'est d'aller leur montrer que la richesse se trouve sous leurs pieds. La richesse se trouve sous leurs pieds. Et que d'ailleurs, en Europe ici, c'est l'agriculture. C'est l'agro-industrie. Bon, je n'aime pas trop le terme agro-industrie. Elle est dévoyée et c'est elle qui nous mène à la catastrophe que nous vivons actuellement. Je ne vais pas prendre des grands pour dire que, comme l'a dit le professeur Cheikh Anta Diop tout à l'heure, là, il y a seulement 8000 ans, d'accord, que, ben oui, communautairement, le blanc, l'homme blanc, d'accord, est arrivé sur Terre de façon communautaire. En Afrique, il y a bien des enfants qui naissent blancs, qu'on appelle albinos. Il y en a un par-ci, un par-là. Moi-même, j'ai grandi avec un voisin albinos qui venait acheter de l'eau. Voilà. Voilà. Donc, nous avons connu ça. Mais communautairement, de façon communautaire, eh bien, il y a 8000 ans seulement. Et d'ailleurs, vous pouvez vérifier, les pays, la France par exemple, où nous vivons actuellement, a grosso modo 1000 ans. 1000 ans. L'Allemagne, sous sa forme actuelle, je ne parle pas du temps des Vikings, des Germains, etc. Vous pouvez aller fouiller ça dans l'histoire. L'Allemagne n'a pas plus de 200 ans. Voilà. Donc, ce sont des pays jeunes. Quand ils pensent que, bon, l'Afrique, les pays, les jeunes pays, non, 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 c'est eux qui sont jeunes. Ce sont des pays jeunes, mais qui se sont
formés, fabriqués, bon, avec la force. Voilà. Ils ont tout obtenu. Et par la force, est-ce que les jeunes Africains doivent suivre ce mode de développement, à savoir aller prendre, aller arracher par la force? Non, non, non. Nos ancêtres ne l'ont pas fait. Nous n'allons pas former nos jeunes à ça. On ne formera pas nos jeunes à ça. Si ça peut répondre à votre question, professeur Korovi. Non, nous allons les former. Nous avons commencé et nous continuons donc de les former à, d'abord, la prise de conscience que la science est universelle. La connaissance, elle est universelle. Elle est née quelque part. Elle peut toujours reprendre, d'accord, le dessus. Tout du moins, elle peut se réadapter, être recomprise, être utilisée pour le développement. Le développement. Mais attention, quand je dis développement, je ne dis pas le développement qui singe, qui suit aveuglément le développement de l'Europe, dans sa forme actuelle, dans sa forme qui crée plus de dégâts à l'environnement, à la nature, à l'humain, à la faune, à la flore. C'est ce que nous, dans Pyramide Africa Technologie, nous essayons d'apporter à la jeunesse africaine. Se former, oui, mais utiliser cette formation-là bon, pour un développement adapté, endogène, un développement qui est totalement en conformité avec le paradigme qui est le nôtre en Afrique. Le paradigme qui est le nôtre en Afrique. Voilà. Et ce paradigme-là, bon, je vous apprends rien, elle est liée au fait que, ben oui, nous sommes en symbiose avec la nature. Nous sommes en symbiose avec la nature. On ne l'agresse pas. On essaie de la comprendre. On essaie donc d'en tirer la substance, la pure substance, ce dont on a besoin, mais pas tellement plus. D'accord? Si on en tire un peu plus, bon, c'est pour prévenir les lendemains qui pourraient mal chanter. Voilà. Donc, c'est ce que nous essayons donc de faire en Afrique. On a commencé au Bénin. Nous continuons de le faire en synergie avec d'autres associations en Côte d'Ivoire. Et nous allons continuer donc de le faire un peu partout en Afrique. Merci beaucoup, doyen, pour ce témoignage qui a été vraiment captivant, parce que tout en parlant de Cheikh Anta Diop, de ceux qui vous ont amené à vous intéresser à son œuvre, vous parlez aussi de votre parcours par ricochet. Et je dois souligner que votre parcours a été le parcours d'un scientifique exemplaire et exigeant. C'est en cela que vous constituez pour nous un modèle et une référence. Donc je suis particulièrement honoré d'avoir à mes côtés en ce jour sacré et béni où je rends hommage à mon maître depuis sa disparition, depuis 34 ans. Je suis heureux que cet hommage, vous l'ayez partagé et que vous nous ayez aussi laissé votre propre expérience en partage. Je pense qu'il y aura d'autres moments où nous allons travailler ensemble et vous rendre hommage. Je crois pouvoir vous dire, doyen Paul Houessou, que je vais organiser une semaine entière pour vous rendre hommage. Je crois que le moment des étrennes est arrivé. Nous allons faire avec le frère qui est parti là et qui reviendra à 21h30 pour apporter son témoignage, à savoir Pascal Ruffin. Nous avons organisé un programme pour vous, en guise d'hommage. Et ce programme est intitulé « Origine africaine de la science et de la technologie ». Les sources et
les grilles d'interprétation. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un conflit d'interprétation autour de tout ce que la science représente aujourd'hui. Si vous êtes en astrophysique, vous voyez bien une controverse entre les tenants de la relativité générale et les tenants de la mécanique quantique. Si vous êtes en mathématiques, on voit la même chose entre l'école des intuitionnistes et l'école des boubarquistes. Et quand on est en biologie, hein, il y a un combat évident entre les évolutionnistes classiques et les généticiens actuels. Et bon, et chaque fois, la controverse permet de rapprocher les hommes. Mais à condition d'avoir une culture du débat. Parce qu'en Afrique, lorsque les lettrés, diplômés, ont du mal à se défaire de leur ego, quand vous leur faites une critique, ça devient des critiques ad hominem. Ils disent « Ah, mais tu m'as attaqué », alors que c'est le débat. Le débat. Donc, même autour de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, il y a et il y aura débat. Cheikh Anta Diop n'a pas fondé, à ce que nous sachions, une secte, mais il a fondé une école scientifique. Et cette école, il ne tient qu'à nous d'en faire l'école qui, demain, va permettre à l'Afrique d'être de nouveau le centre de rayonnement de la science mondiale. Merci, doyen. Et je vous remercie. Merci. Merci, doyen. Après ce témoignage très important du doyen, je voudrais, dans le cadre, dans le prolongement de ce que nous avons dit, à savoir la nécessité de mettre en place un programme intitulé « Origine africaine de la science et de la technologie ». Je voudrais dire très rapidement, après ce que nous avons entendu de Cheikh Anta Diop lui-même, je voudrais dire que ce qui est important, c'est quelle est la conception de la science qu'avaient les Africains. Quand je parle des Africains, je ne parle pas des Afros. Les Afros, c'est une expression qui désigne un cosmopolite. Bon, c'est quand même mieux que les Blacos. Mais quand même, les Afros, c'est pas de ça que je parle. Je parle des Africains de la période égypto-nubienne, des Africains de la période impériale, c'est-à-dire la période d'éclosion des empires et des royaumes. Je parle des Africains qui, aujourd'hui, dans nos villages, ont conservé ce savoir-faire qu'on appelle les savoirs endogènes et que nous méprisons. Parce que pour nous, les savoirs endogènes, c'est du bricolage. Mais il faut savoir que la plupart des laboratoires qui ont pion sur rue en Europe